Donc pour calculer l'entropie d'un gaz parfait, nous supposons une transformation élémentaire d'un état 1 à un état 2 d'un système fermé, en appliquant le premier principe à sa transformation élémentaire, la variation de l'énergie interne égale la variation élémentaire du travail plus la quantité de chaleur échangée. Le travail mécanique est défini par moins PdV, et la chaleur, elle est obtenue d'après la relation de l'entropie, donc dS égale dQ sur T, et nous introduisons le tout dans l'équation du premier principe. Alors nous obtenons du égale moins PdV plus T ds. Elle est connue, cette équation, comme l'identité thermodynamique. Nous savons que pour un gaz parfait, du égale 1 CV dt. Nous remplaçons dans l'équation du premier principe et nous obtenons la variation élémentaire de l'entropie qui égale 1 CV plus dt plus PdV sur T. Comme il s'agit d'un gaz parfait, donc P sur T égale 1 fois R sur V, nous remplaçons P sur T, le rapport par cette relation, et nous obtenons la variation élémentaire de l'entropie, égale 1 CV dt sur T plus N R dV sur V. Alors nous pouvons aussi, donc après intégrale, donc la variation de l'entropie de l'état 1 pardon, à l'état 2 égale 1 CV logarithme T2 sur T1 plus NR logarithme V2 sur V1. Alors nous pouvons remplacer le rapport des volumes en rapport des pressions. C'est une autre forme et ça nous donne N. Donc nous gardons 1 CV logarithme T2 sur T1. Ce qui change, c'est ce membre. Nous obtenons moins, pardon, ce qui va changer, c'est là, ça sera la chaleur spécifique à pression constante. Donc NCP logarithme T2 sur T1 multiplié par NR, donc P2 logarithme P2 sur P1 avec un signe moins. Donc vous pouvez voir ça, la démonstration dans la brochure, bien dans le cours. Donc si nous appliquons les deux définitions de la variation d'entropie pour un gaz parfait pour les quatre transformations connues, pour une transformation isotherme, donc le premier terme s'annule et nous gardons NR logarithme V2 sur V1. Pour une transformation isobar réversible, donc là nous avons 1 CP logarithme T2 sur T1. Pour une transformation isochore réversible, nous gardons un CV logarithme T2 sur T1. Il faut faire attention à l'utilisation des deux équations. Et pour une transformation adiabatique réversible, nous savons que la variation d'entropie est nulle, donc on a une transformation isentropique. Pour un mélange idéal de gaz parfait, passant d'un état initial 1 à un état final 2, alors il suffit de rajouter une somme, c'est-à-dire c'est la loi de mélange. Donc la somme des constituants Ni, Cp logarithme T2 sur T1, sachant que le mélange passe à une température uniforme initiale et une température uniforme finale, moins la somme des Ni, R logarithme P2 sur P1. P2, c'est la pression totale, comme il s'agit d'un mélange. Donc P2, il faut faire attention, ce n'est pas une pression d'un constituant, mais il s'agit bien d'une pression totale du mélange à l'état 2. Et T1, c'est la pression du mélange total à l'état 1. Donc vous voyez bien que dans, dans cette relation, nous avons appliqué
la loi de mélange, c'est-à-dire Ni égale Yi multiplié par N total. Et donc, nous avons remplacé les Ni par Ny, Yi N total. Et nous avons sorti le 1 total en facteur, donc nous obtenons la somme d'Yi fois Cp logarithme T2 sur T1 moins la somme des Yi R logarithme P2 sur P1. Alors, et vous voyez bien que nous avons rajouté dans la variation d'entropie des mélanges ce terme qui est en réalité Ni R logarithme Yi, ou bien en sortant le N total en appliquant cette équation, en sortant la quantité de mol du mélange en facteur, nous obtenons moins la somme des fractions molaires des constituants du mélange I multiplié par R multiplié par le logarithme YI. Donc, ça ne suffit pas d'appliquer les sommes, mais on doit rajouter ceci pour l'entropie. Ce terme est appelé entropie molaire de mélange. Pourquoi? Parce que c'est un terme, on appelle entropie molaire, c'est une entropie spécifique. Et ce terme signifie quoi? Signifie que lors d'un mélangeage d'un gaz ou bien même d'un liquide, il y a une production d'entropie. Donc ce terme est très important et qu'on découvre seulement dans l'expression de la variation d'entropie. Alors pour exprimer l'enthalpie des mélanges, on n'a pas besoin de rajouter ce terme de mélange. Ce terme de mélange existe seulement pour caractériser, bien calculer la variation d'entropie d'un mélange idéal. Alors si le mélange n'est pas idéal, donc c'est d'autres équations qu'on ne présentera pas ici. Et donc cette définition de l'entropie des gaz parfaits va nous permettre d'étudier le cycle de Carnot. Alors, pour commencer, nous introduisons l'objectif de l'étude du cycle. Alors, c'est quoi un cycle? C'est une série de transformations thermodynamiques successives que subit un système qui peut être un fluide, liquide ou gaz, pour revenir à son état initial. Donc l'objectif de l'étude des cycles, c'est de calculer l'effet utile, qui peut être un travail ou bien une quantité de chaleur. Donc par exemple, si nous prenons ce système-là, ce système échange la quantité de chaleur, il reçoit et il fournit une quantité de chaleur, et il reçoit et il fournit aussi un travail. Donc si le système est moteur, donc nous devons calculer le travail net. Le travail net, c'est-à-dire c'est la somme algébrique des travaux reçus et fournis. Là, vous avez moins 80 et 50. Et donc, la somme algébrique, c'est moins 30 watts. Là, on a une expression des grandeurs énergétiques en puissance. C'est des watts. Et là, nous gardons la quantité de chaleur reçue par la source chaude, qui est 100 watts, et la quantité de chaleur perdue à la source froide qui est moins 70 watts. Donc vous voyez bien que là, on n'a pas sommé les quantités de chaleur. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de connaître quelle est la source chaude et la source froide pour ensuite calculer un rendement énergétique d'un moteur. Donc le rendement, c'est le rapport. Donc on prend l'effet utile, c'est-à-dire ce que le système produit, c'est le travail net. Donc c'est la puissance nette
sur l'effet fourni, c'est-à-dire ce qu'on a fourni au système. Et donc, si on regarde bien, ce qu'on a fourni, c'est la quantité de chaleur de la source chaude. Donc, c'est la puissance Qn. In, c'est en anglais, c'est-à-dire input ou bien inlet. Out, c'est output ou bien outlet. Donc, l'étude des cycles nous permet à calculer à la fin le rendement énergétique. Donc, on peut exprimer le rendement soit en fonction des puissances, soit en fonction des énergies, soit en fonction des énergies spécifiques. Et donc, si le travail net est négatif, on dit que le système est moteur. Et si le travail net est positif, on dit que le système est récepteur. On revient au cycle de Carnot, moteur. Ce cycle de Carnot, il est constitué de deux transformations isothermes réversibles à la température de la source chaude Tc et à la température de la source froide Tf, et deux transformations adiabatiques quasi-statiques réversibles, c'est-à-dire isentropiques. Ce cycle moteur est représenté dans le diagramme de Clapeyron. Il suit un cycle de transformation selon le sens de l'aiguille d'une montre. Donc la première transformation, elle est isotherme. Donc la source chaude se trouve là, et le système échange Q12 de la source chaude. Deuxième transformation, c'est une détente adiabatique quasi-statique, donc l'échange de chaleur est nul. Donc cet échange, cette détente adiabatique, elle se fait entre les deux sources, entre les deux isothermes, Tc et Tf. Troisième transformation, c'est une compression isotherme, donc selon le diagramme, selon l'isotherme Tf de la source froide, et le système échange de la chaleur Q34 avec la source froide. Et le cycle, il est bouclé ou bien fermé dans cette quatrième transformation qui est adiabatique. Et donc, où la quantité de chaleur 41 égale 0. Donc nous avons deux transformations isothermes et deux transformations adiabatiques. Il faut bien noter ça. Donc T1 égale T2 égale Tc et T3 égale T4 égale Tf. Et donc si nous appliquons le premier principe aux quatre transformations, donc pour une détente isotherme N2, la variation d'énergie interne est nulle, et donc W12 égale moins Q12, et nous savons que le calcul de W12 égale moins 1R Tc logarithme V2 sur V1. Dans la deuxième transformation de la détente adiabatique quasi-statique réversible, Q23 est nul, et donc le travail égal à la variation d'énergie interne égale 1CV de la température finale. Ici, c'est la température de la source froide moins la température de la source chaude. Concernant la troisième transformation, compression isotherme réversible, aussi la variation d'énergie interne ici est nulle, et le travail 34 égale moins la quantité de chaleur 34. Concernant la quatrième transformation, nous avons une compression adiabatique où la quantité de chaleur 41 égale à 0, et donc le travail 41 égale 1 CV de la température finale au point A, qui égale Tc, moins la température finale initiale, qui égale Tf du point
4. Nous pouvons par la suite calculer la variation d'énergie interne du cycle. Donc, nous allons du point A pour revenir au point A. Et si nous additionnons les variations d'énergie interne des 4 transformations, on obtient 0. Et ça, c'est un résultat très important. La variation d'une fonction d'état d'un cycle est toujours nulle. Pareil, si nous additionnons le membre de gauche, nous obtenons la somme des travaux et des quantités de chaleur. Alors, le travail net est donné par la somme des 4 travaux et que ce travail net égale la somme des quantités de chaleur Q12 et Q34. Alors, pour définir le rendement d'un cycle moteur, nous avons dit que ce rendement, c'est le travail, l'effet utile, c'est-à-dire c'est le travail, comme c'est un cycle moteur, il produit un travail, sur l'effet fourni, c'est-à-dire c'est la quantité d'énergie fournie de la source chaude, Q12. Et comme moins W net égale Q12 plus Q34, nous obtenons la relation 1 plus Q34 sur Q12. C'est-à-dire le rendement de Carnot, c'est 1 moins le rapport entre la quantité de chaleur échangée à la source froide sur la quantité de chaleur échangée à la source chaude. Et la particularité du cycle de Carnot, c'est que c'est un cycle réversible et que on a identifié que le rapport entre la quantité de chaleur sur la température des deux sources sont équivalentes en considérant les signes. Sachant que QC c'est Q12 et QF c'est Q34. Donc si nous remplaçons dans la relation du rendement, nous obtenons le rendement de Carnot qui est égal à 1 moins la température de la source froide sur la température de la source chaude. Donc le rendement de Carnot réversible ou bien dit théorique, il est en fonction seulement des deux températures de la source froide et de la source chaude. Et comme on l'avait dit, signalé dans le titre, c'est le rendement maximal, c'est-à-dire la machine de Carnot, c'est la machine qui a le rendement le plus élevé parmi toutes les installations existantes dans la réalité, bien dans ce que a créé l'inventeur. Et cette égalité aussi c'est une conséquence d'une égalité des rapports de volume. Le volume V3 sur V4 égale le rapport entre le volume V2 sur V1. Et c'est un résultat très important concernant le cycle de Carnot. Donc le bilan anthropique de Carnot est donné comme ceci. Dans la première transformation isotherme, comme ça a été présenté pour un gaz parfait précédemment, c'est NR logarithme V2 sur V1. Et si on identifie les valeurs algébriques du travail, les négatives, donc ce travail il est sortant, vous regardez la flèche, et comme le travail est moins Q12, la quantité de chaleur elle est reçue de la source chaude, donc la flèche elle est entrante. Pour la deuxième transformation,
c'est une détente adiabatique quasi statique et l'entropie est nulle. La quantité de chaleur elle est nulle, est changée, et le travail est négatif. Pourquoi? Parce que si on regarde bien l'équation, la température froide de la source froide elle est inférieure à la température de la source chaude, donc on obtient une valeur négative et qui donne une valeur négative du travail dans la transformation et la flèche elle est sortante. Pour la troisième transformation, la compression isotherme 3-4, pareil, on a la variation d'entropie pour une transformation isotherme qui égale NR logarithme du volume à l'état final sur le volume à l'état initial 3. Là, la quantité de travail mécanique fournie, elle est positive. Pourquoi? Parce que si nous regardons que le rapport V4 sur V3 est inférieur à 1, ce qui donne un logarithme négatif, une valeur négative multipliée par le signe moins, nous obtenons une valeur positive du travail, donc la flèche elle est en 30. Et comme la quantité de chaleur elle est égale moins W34, donc la quantité de chaleur elle est perdue, donc la flèche elle est sortante, donc elle est perdue à la source froide. Pour la dernière transformation, la compression adiabatique quasi-statique, la quantité de chaleur 41 est nulle, et donc comme la transformation elle est quasi-statique, la variation d'entropie est nulle. Là, si nous regardons, le travail égale à la variation de l'énergie interne, et comme cette quantité elle est positive, donc le travail elle est entrant. Donc l'énergie interne du cycle, on répète, il est nul. Donc si on additionne toutes les valeurs de l'énergie interne de toutes les transformations, nous obtenons 0. Le travail net du cycle est donné par la relation. Cette relation, donc ces deux termes en bleu sont simplifiés, et donc nous obtenons la valeur moins nRT, c'est logarithme V3 sur V2, égale nRT F logarithme V1 sur V4. Sachant que le W net, le travail net, égale moins la quantité de chaleur nette, algébriquement. Et pour la chaleur nette, nous obtenons cette valeur, qui est égale moins W net. L'entropie nette du cycle, bien la variation d'entropie nette du cycle, elle est égale à 0, logiquement. De là, on peut, de ce résultat, on peut facilement prouver que de ces deux équations, prouver que le rapport entre le volume 3 V3 sur V4 égale le rapport des volumes V1 sur V2. Et donc nous obtenons le même résultat de tout à l'heure, que le rendement du cycle de Carnot égale 1 moins la température froide sur la température chaude. Et donc, pour rappel, le rendement est défini comme la valeur absolue du transfert utile sur la dépense énergétique. Pour une machine motrice, c'est-à-dire moteur, c'est le travail mécanique sur la quantité de chaleur de la source chaude. Et le rendement maximal de Carnot est égal à 1 sur TF sur TC. Donc si nous prenons une centrale thermique fonctionnant entre une source chaude à 600 degrés Celsius et une source froide à 15 degrés Celsius qui produit un travail mécanique W, donc là on a la source chaude et la source froide, le rendement maximal de Carnot égale 1 moins la température de la source froide sur la température de la source chaude, bien sûr convertie en Kelvin, égale 0,62. Donc
62 de la quantité de chaleur QC sont convertis en travail mécanique. Le reste, qui est 38% de la quantité de chaleur QC, est perdu ou bien dissipé sous forme de chaleur QF. Et aussi, selon le phénomène de dissipation dans le système. Concernant les cycles idéal de Carnot récepteurs, donc qui consomment du travail mécanique et qui produit de la quantité de chaleur. Donc en fait, c'est les mêmes transformations, mais avec un sens inverse de l'aiguille d'une montre, et on peut visualiser que la première transformation, c'est une c'est une détente adiabatique, suivie par une détente ésotherme, ensuite une compression adiabatique, et qui se termine par une compression ésotherme. Ça, c'est un cycle récepteur. Et on définit les machines frigorifiques, on définit pour les machines frigorifiques un rendement qu'on appelle le coefficient de performance, ou bien le COP, et qui ne dépend que des températures de source chaude et froide. Alors pour les frigos, le rendement il est égal à la quantité de chaleur reçue de la source chaude sur le travail mécanique net, et nous obtenons la relation suivante, TF sur TC moins TF. Et pour les pompes à chaleur, le rendement, c'est la quantité de chaleur échangée avec la source froide sur le travail mécanique net, et nous obtenons TC sur TC moins TF.